Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Helen Keller, la militante. Helen Keller, née le 27 juin 1880. C'est une auteure, conférencière et militante politique américaine. Sa particularité, c'est qu'elle est la première personne handicapée, sourde et aveugle à obtenir ou à avoir obtenu un diplôme universitaire, à devenir conférencière et auteure internationale. Son histoire commence en février 1882, lorsque, âgée d'1 an et demi, elle fut atteinte d'une congestion cérébrale qui la rendit sourde et aveugle. Désarmés face à l'état de leur fille, les parents d'Hélène n'hésitèrent pas à engager les meilleures éducatrices et les enseignantes les plus douées afin d'offrir un encadrement adapté à leur fille tant aimée. Seulement, le caractère extrêmement difficile d'Hélène et son incapacité à comprendre le monde extérieur et à communiquer faisaient fuir tout le monde et rendaient impossible tout apprentissage ou éducation. Un jour, les Keller virent une jeune femme d'à peine 20 ans nommée Anne Sullivan, fraîchement diplômée de l'Institut de Perkins, un institut pour personnes aveugles, débarquer chez eux. Elle proposait ses services comme éducatrice pour leur fille. Son apparence et son jeune âge les firent douter de ses aptitudes éducatives, à tel point qu'ils faillirent refuser sa candidature. Pour les convaincre et pour montrer sa motivation, Anne Sullivan passa un deal avec les Keller. Elle leur demanda de lui accorder 6 mois, et si au bout de ce temps déterminé, l'état de Hélène ne s'améliorait pas, elle s'engageait à arrêter la prestation d'elle-même, sans prétendre à aucune rémunération financière. En revanche, si elle réussissait à faire ses preuves, les Keller devaient s'engager de leur côté à lui accorder le salaire qu'elle désirait et les conditions de travail qui lui convenaient. Après quelques hésitations, les parents d'Hélène acceptèrent le deal. Et l'aventure commença. Mademoiselle Sullivan débuta son travail en voulant faire preuve d'une certaine discipline vis-à-vis d'Hélène, qui avait, un peu malgré elle, pris l'habitude de communiquer par la violence et les cris. Malheureusement, son travail d'éducatrice fut indirectement saboté par la gentillesse mal placée des Keller, qui cédaient systématiquement aux caprices de leur fille. Elle décida donc de s'isoler avec leur fille dans une grange familiale pendant plusieurs jours, loin de toute influence extérieure. Au début, Hélène cherchait ses parents, pleurait, hurlait en tentant de faire plier l'éducatrice par d'énormes crises, sans résultat. La jeune éducatrice tint le coup et Hélène finit par se calmer progressivement. Et puis un jour, mademoiselle Sullivan attendit que Hélène soit calme pour lui faire toucher l'eau et lui écrit le mot eau en alphabet manuel sur le creux de sa petite main. Et Hélène, au début, ne comprenait pas le but de l'exercice. Et puis, son éducatrice recommença une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois. Et brusquement, une connexion s'effectua dans l'esprit de la petite fille. Et celle-ci comprit enfin ce que son éducatrice essayait de faire. Lui apprendre à se servir de ses doigts comme moyen pour ouvrir la prison de silence et d'obscurité dans laquelle elle était. Hélène était aux anges. Elle riait, elle sautait de partout. Elle pleurait de joie. Soudain, elle se leva, prit sa maîtresse par la main et l'emmena partout dans le jardin pour savoir le nom de toutes ces choses qu'elle connaissait uniquement par le toucher. Et c'est ainsi que mademoiselle Sullivan réussit à gagner son pari et que Hélène apprit à maîtriser ses émotions et à communiquer avec le monde extérieur. Dans une deuxième phase, Hélène apprit à agencer les phrases brèves à l'aide d'un cadre en bois et des petits morceaux de carton portant des mots en caractères palpables que son éducatrice mettait à sa disposition et qu'elle devait placer sur des objets à nommer. En parallèle, elle apprit à compter grâce à des perles enfilées par groupe de 10. Plus tard, sa maîtresse l'initia également à la géographie en figurant avec elle, à l'aide de petits cailloux, des petites montagnes minuscules, des lacs, des îles, etc. Dans les mois qui suivirent, Hélène fit d'énormes progrès à tel point que l'alphabet manuel devint insuffisant par rapport à sa vitesse d'avancement, poussant ainsi sa maîtresse à lui enseigner d'autres moyens de communication, comme le braille et la langue des signes, grâce à quoi le vocabulaire d'Hélène s'enrichit de façon exponentielle. Son raisonnement s'aiguisa, son expression devint fluide et sa compréhension des idées et des sentiments des autres devint très rapide. Une seule ombre demeura au tableau, Hélène ne
parlait toujours pas. Pour contourner cette problématique, Mademoiselle Sullivan lui présenta Sarah Fuller, une spécialiste dans ce domaine, qui lui apprit à lire sur les lèvres et à prononcer des sons par imitation, en touchant les lèvres de son institutrice et en analysant les vibrations de sa gorge. Ainsi, à son 16e anniversaire, Hélène était capable de lire des livres, écrire ses pensées, parler en langage des signes et même prononcer quelques mots et lire sur les lèvres de ses interlocuteurs. En 1896, Hélène fut admise à l'école de Cambridge pour jeunes filles. Et malgré son énorme handicap, elle ne se découragea pas et travailla d'arrache-pied pendant plusieurs années. Résultat, elle réussit les examens finaux avec succès. Par la suite, et devant la stupéfaction générale, elle fit son entrée à l'université de Harvard en 1900 et réussit à gagner le respect de ses professeurs qui ne tardèrent pas à se familiariser avec sa prononciation imparfaite. Ils l'épaulèrent dans sa progression du mieux qu'ils pouvaient et 4 ans plus tard, elle décrocha sa licence en lettres et fut la première personne aveugle et sourde au monde à avoir réussi à obtenir un diplôme universitaire. Quelques années après, l'amour frappa à sa porte. En 1916, son éducatrice tomba gravement malade et, en attendant son rétablissement, elle s'arrangea pour lui trouver un secrétaire particulier nommé Peter Fagan. Très vite, les deux tombèrent amoureux l'un de l'autre, et Hélène, pour la première fois de sa vie, oublia son handicap et se sentit profondément heureuse. Malheureusement, son bonheur fut de très courte durée. Sa famille, son institutrice et la majeure partie de la société qui l'entourait à cette époque furent fermement opposés à son histoire d'amour, car convaincus pour la plupart que les mots handicap et mariage ne faisaient pas bon ménage. Hélène eut le cœur brisé. Elle protesta, tenta de fuir avec son amoureux, mais elle finit par céder à la pression sociale et familiale. Elle décida de vivre célibataire le restant de sa vie. Peter, quant à lui, fut contraint de s'éloigner d'elle. Pour oublier son chagrin d'amour, Hélène se concentra sur ses travaux et devint une sorte d'ambassadrice mondiale des opprimés, engagée dans la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes, des ouvriers et des minorités. Elle donna de nombreuses conférences dans plus de 35 pays et parallèlement elle rédigea 12 livres et de multiples articles consacrés aux déficiences sensorielles, à la condition féminine et d'autres sujets de société, dont un livre, The Story of My Life, qui fut traduit en plus de 50 langues. Premier point d'analyse, le choix de la stratégie à utiliser doit être défini en amont de chaque projet selon les besoins du moment. Dans le monde professionnel, il y a principalement 2 types d'engagement utilisés à notre époque. D'un côté, on a l'engagement sur le temps. Cela veut dire que je loue ma force intellectuelle ou physique pendant un laps de temps donné, généralement de 9 h du matin à 18 h le soir, 5 jours par semaine, en contrepartie de quoi mon supérieur ou mon client me dédommage financièrement selon l'accord passé en amont entre nous. Et deuxièmement, engagement sur le résultat. Cela veut dire que je vends une valeur ou un produit à un client ou à un collaborateur au prix indiqué, peu importe le temps que je passe dessus. Bien sûr, les 2 types d'engagement ont des avantages et des inconvénients. D'un côté la sécurité, de l'autre côté la prospérité, d'un côté la légèreté, de l'autre côté l'aventure, etc. Dans l'histoire d'Hélène, Anne Sullivan utilise dès le départ la stratégie qui correspond au mieux à ses attentes et à sa vision de l'avenir. Alors qu'ils étaient à 2 doigts de refuser sa candidature, elle passa un deal avec les Keller et s'est engagée sur le résultat et non pas sur le temps, contrairement à ce qu'aurait fait une éducatrice lambda. Grâce à ce deal, elle a pu par la suite négocier ce qu'elle voulait comme salaire et comme conditions de travail et garantir son poste d'éducatrice pendant plus de 50 années qu'elle a passé par la suite avec Hélène. Ce que je retiens de ce point, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est de détecter très vite la stratégie qui correspond à mes besoins et à mes attentes et de l'utiliser pour atteindre mes objectifs. Et ne pas faire comme beaucoup de personnes qui confondent entre ce qu'ils veulent théoriquement et ce qu'ils font réellement. Certains, par exemple, souhaitent se lancer dans l'aventure tout en s'accrochant viscéralement à leur sécurité. Et d'autres, amoureux des sensations fortes, se lancent dans l'inconnu en plein milieu d'une période de leur vie où la stabilité est primordiale.
Deuxième point d'analyse, l'un des meilleurs moyens pour changer une mauvaise habitude, c'est de changer l'environnement. Dans cette histoire, le caractère insupportable d'Hélène devait absolument changer afin qu'elle puisse avancer dans la vie, raison pour laquelle Anne Sullivan a décidé de s'isoler avec elle dans une grange en la coupant de toute perturbation extérieure. Elle a supporté ses crises de nerfs pendant plusieurs jours sans revenir sur sa décision, pour finalement réussir à la calmer et à communiquer avec elle, contrairement aux autres qui avaient échoué avant elle. Quand je lis cet épisode décisif de la vie d'Hélène, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les personnes qui souhaitent se débarrasser d'une mauvaise habitude, par exemple alcool, tabac, relations toxiques, etc., qui veulent adopter une nouvelle habitude, régime alimentaire, sport, et qui échouent lamentablement malgré toute leur bonne volonté et leurs efforts, et tout ça à cause de leur environnement. En effet, elles ne se rendent pas compte, contrairement au cas de Anne Sullivan, qu'en restant dans leur environnement habituel, elles renforcent, sans le vouloir, leurs mauvaises habitudes, sabotent indirectement leurs efforts et affaiblissent progressivement leur volonté de changement. Ce que je retiens donc de ce point, c'est que la modification de l'environnement est un levier très puissant et extrêmement favorable à tout processus de changement personnel. Troisième point d'analyse, la fermeté et la discipline sont parfois nécessaires à la bonne éducation de l'enfant, peu importe sa situation. Avant de discuter ce point, j'ouvre une rapide parenthèse. Dans le monde carcéral, l'une des pires punitions psychologiques qui peut s'abattre sur un prisonnier est d'être mis à l'isolement. Apparemment, l'impact de cette sanction ou de cette punition est si grand sur le mental des prisonniers, dépression, scarification, tentative de suicide, etc., que la législation, dans la plupart des pays, limite un isolement à 40 jours et interdit catégoriquement le blocage de la lumière naturelle ou artificielle. Maintenant, imaginons une petite fille d'à peine 7 ans qui soit plongée depuis sa tendre enfance dans une prison de silence complet et de noir absolu 24 heures sur 24. Comment est-elle censée réagir? La condition d'Hélène était insupportable même pour les adultes les plus féroces de la planète. Comment lui en vouloir donc pour ses crises de colère et ses caprices? Par sa situation et son handicap, elle mettait à rude épreuve la bienveillance de ses parents qui, ne supportant pas de la voir malheureuse, cédaient à tous ses caprices, transformant ainsi leur bienveillance naturelle à une sorte de gentillesse mal placée. À force, Hélène était devenue un enfant roi. De façon plus générale, je pense que la gentillesse mal placée d'un parent vis-à-vis de son enfant le conduit à devenir de plus en plus difficile, l'encourageant par exemple à contester les règles, les refuser et même les changer à son avantage et agresser verbalement et physiquement quiconque voulant remettre en question son omnipotence. À long terme, l'expérience montre que l'enfant roi a tendance à développer parfois des troubles du comportement, une intolérance à la frustration, une certaine instabilité, une absence totale de retenue et même dans certains cas de figure, une dépression masquée. Tout ça pour dire que cette histoire m'a appris que peu importe la situation de l'enfant, peu importe s'il est responsable ou non de sa condition, l'amour et la tendresse doivent absolument être accompagnés d'une certaine fermeté bienveillante et d'une certaine discipline constructive, telle une vitamine psychologique nécessaire à son équilibre et à sa stabilité. Quatrième point d'analyse, en cas d'impossibilité de franchir ou de résoudre un problème donné, il faut penser à le contourner. Dans cette histoire, à cause de l'état dans lequel Hélène se trouvait, elle fut dans l'incapacité totale d'apprendre et de progresser. Elle ne pouvait pas voir les autres. Elle ne pouvait pas détecter d'elle-même les choses à faire et à ne pas faire. Elle ne pouvait pas non plus entendre les instructions et les conseils de ses parents, de ses institutrices ou de ses professeurs. Personne ne pouvait rendre à Hélène ses yeux ou ses oreilles. Et aucun enseignement traditionnel n'aurait pu l'aider à avancer. Et à défaut de pouvoir franchir cet obstacle, Anne Sullivan le contourna, en apprenant à Hélène par exemple l'alphabet manuel, le langage des signes, lire en braille et sur les lèvres des gens, etc. Un parallèle entre la difficulté d'Hélène et celle des autres personnes que je connais personnellement et professionnellement, je remarque que peu de gens développent le réflexe de contournement d'un obstacle ou d'un problème. La plupart d'entre eux soit fuient le problème,
la bonne majorité, soit en font une affaire de fierté personnelle et s'acharnent à vouloir le résoudre à tout prix, en utilisant le plus souvent des méthodes inadaptées ou des outils presque archaïques. Ce que je retiens donc de ce point, c'est que vouloir assumer les difficultés de la vie et résoudre courageusement un problème est une chose très noble. Encore faut-il le faire d'une façon intelligente. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.